pas, qui ne s'intéresse pas. Ça va écarter. C'est déjà. Voilà donc notre invité pour ce samedi, c'est Adrar Ammar, ingénieur d'État en agronomie, diplômé en 1978. En 1980, elle a préparé un certificat de biométrie à l'École nationale supérieure d'agronomie à Rennes, en France. Elle avait animé à la radio Sommam une émission intitulée Les plantes qui guérissent. Donc récemment, elle a publié un livre intitulé La généalogie des Aïs de Mohamed. Donc c'est un livre récent normalement. Quelle est l'édition? Ok. Voilà donc, sans attarder, je vais passer la parole à M. Adrar, nous présenter son livre. Voilà, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bon, eh bien, je remercie toute l'audience ici. Je ne m'attendais vraiment pas à avoir autant de monde. Bon, c'est la première fois que je fais une conférence à propos de ce livre. Je suis déjà très satisfait parce que je vois qu'il y a des gens qui s'intéressent. Alors mon livre, un petit livre qui s'intitule Généalogie des Aïs de Mohamed, en réalité, le titre ne rend pas le contenu du livre. Bon, le mobile qui m'a poussé à écrire, c'était en fait une question angoissante, c'était la recherche des origines. D'où est-ce qu'on est venu et surtout, où est-ce qu'on va? Parce qu'on est dans une... on est à un moment où les gens ont besoin, je crois, d'un ancrage, de dire d'où est-ce qu'ils sont venus. Et c'est vrai que les multiples guerres, etc., ont faussé les cartes. Personne ne sait d'où il vient, mais ça c'est pas peut-être très important, mais c'est de savoir surtout où l'on va. Qu'est-ce qu'on veut, où on veut aller. Et peu importe d'où on vient. Et c'est donc ça qui m'a poussé à écrire ce livre. Et je pose le problème de mes origines, de ma famille, etc., mais aussi de tous les Algériens d'une manière générale. Il y a des thèses qui racontent qu'on est venu du Moyen-Orient, qu'on est un ancêtre arabe, etc. Bon, c'est des thèses qui ne reposent sur rien de palpable. Et j'en suis arrivé de toute façon, en ce qui concerne les origines, à la conclusion suivante. C'est que nous sommes des autochtones, nous sommes d'ici. Pourquoi? Ce qui le prouve, c'est que c'est la langue, c'est les coutumes. Parce que si on était venu d'une contrée quelconque, par exemple du Moyen-Orient, eh bien on se serait exprimé avec une langue qui avait cours ou qui a encore cours là-bas. Ce qui n'est pas vrai, c'est que les Algériens d'une manière générale, et en particulier la Kabylie, grâce à la géographie, a préservé une certaine indépendance, une certaine autonomie culturelle, et elle a su conserver sa langue. Donc la langue est un indicateur des origines. Donc nous nous exprimons avec une langue qui nous est propre, ici, et donc nous sommes les autochtones. Voilà. Voilà donc la réponse à peu près à cette question des origines, mais en réalité, le livre comprend 3 parties. Alors, une première partie, c'était donc la recherche des origines et une dénonciation de ces gens qui se servent de n'importe quoi, soit de la religion, soit pour des raisons politiques. Ils essaient de fausser les cartes, de dire voilà, nous sommes ceci et non cela. Voilà. Nous ne sommes pas des berbères, bon, nous sommes des arabes, nous avons des origines arabes, etc. Bon, j'ai fait un réquisitoire contre ça, contre l'intolérance, et notamment
les gens qui viennent ici, par exemple, sous couvert de la religion, alors, soit de l'islam, soit du judaïsme, soit du christianisme, eh bien, ils ne sont pas venus pour semer, disons, la parole divine, mais surtout pour imposer leur dictature. Et il y a beaucoup d'exemples qui le prouvent à travers l'histoire. Donc, c'est un réquisitoire contre l'intolérance et contre ces écrits. Voilà. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est l'effort de guerre de ma famille. Ma famille, la famille Adrar, c'est notoirement connu, et d'ailleurs j'ai fourni une liste de gens, de martyrs qu'on a eu, et ma famille Adrar compte le plus de shahid que toutes les autres familles de la wilaya. Et enfin, la troisième partie, c'est cette généalogie proprement dite, où j'ai pu remonter mes ancêtres jusqu'à la 17e génération. Et là, bon, il y a quelques personnages qui ont joué un rôle plus ou moins important, et qui avaient des anecdotes, des témoignages, des anecdotes, et je les ai racontés, et chaque personnage qui a joué un rôle, disons, important, plus ou moins important, qui mérite d'être révélé, ben, je l'ai replacé dans l'arbre généalogique, et donc je le situe sur l'arbre généalogique. Mais concernant la tribu Slimane, j'ai pu, ce qui était ma tribu, j'ai pu retrouver des traces des auteurs arabophones, para-arabophones, je dis bien, des auteurs arabophones qui écrivent en arabe, comme Ibn Khaldoun, comme Nouairi, etc. Et ils avaient dit que la tribu des Slimane était l'une des plus importantes de l'Algérie. Et elle avait joué un rôle important, elle a toujours été avide de son indépendance, et on les appelait déjà, d'ailleurs, on appelait ces gens-là, nos ancêtres, Slimane, on les appelait au 9e siècle déjà, donc 2 siècles en arrière, les gens de Dieu. Bon. Voilà pour un peu survoler le livre. Alors, il y a un chapitre que j'ai consacré à Aucas. Bon, j'étais également motivé pour écrire, et je le suis encore, je suis tout à fait motivé à écrire l'histoire de ce qu'on appelait la tribu, la commune mixte d'Oued Marsa, qui était beaucoup plus importante que la wilaya actuelle de Béjaïa, puisqu'elle s'étendait de Mansouriya jusqu'à Ouandès. Et là, il s'est passé bien des choses. Malheureusement, pour écrire l'histoire de cette région, il faut absolument des archives. Ce que j'essaie de retrouver, et ces archives, justement, il y en avait, j'ai pu trouver un beau endroit qui signalait en 1995 le transfert de 163 dossiers historiques avec les naissances, décès, etc., l'état civil, au centre des archives de Béjaïa. Malheureusement, après enquête, etc., il se trouve, on est arrivé à la conclusion qu'ils n'ont jamais atterri, ces archives et ces dossiers historiques n'ont jamais atterri à Béjaïa, et donc ils ont été, soit consciemment ou non, subtilisés comme ça, ils ont disparu dans la nature. On ne les retrouve nulle part. Et ça, c'est bien dommage, c'est une perte, c'est une grosse perte pour l'histoire de la région. La région, je dis bien, Aucas était aussi important, sinon plus, que la wilaya actuelle. Bon. Donc, à la page 63 du livre, je raconte les massacres avec des témoignages authentiques, les massacres qu'il y avait eu en 1945. Et ça m'a un peu indigné, parce que lorsqu'on parle de ces événements,
On dit les événements de Guelma, les événements de Sétif, les événements de Kharata, comme si ici il ne s'était rien passé du tout, alors qu'il y avait énormément de massacres dans notre région. Donc c'est un peu pour remettre les pendules à l'heure que j'ai consacré ce chapitre-là. Événement, c'est à la page 63, événement de mai 1945. Et ce que les responsables, les élus d'ici avaient fait, c'est qu'ils ont essayé de baptiser quand même un endroit ici, en dessous du tunnel. Ils ont mis place du 8 mai 45. Alors cette appellation, je la récuse totalement parce qu'elle ne rend pas compte des événements. Il ne faut pas focaliser, à mon avis, les événements de mai 1945 à une journée, une seule date, parce que les massacres s'étaient effectués durant tout le mois de mai jusqu'au 22 mai. Le 22 mai, c'était le fameux rassemblement à Melbourne. Donc, une seule journée ne rend pas compte de la réalité des événements. Voilà, d'une part. Et d'autre part, dire que 8 mai 45, 8 mai c'est un passe-partout. Le 8 mai, il est fêté en Europe, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec notre histoire. Hein, c'était l'armistice. Bon. Donc, j'ai proposé dans mon livre à ce que la place où il y a l'ancien tunnel d'en face, à ce que l'on appelle la place des catapultés. Catapultés, c'est-à-dire, voilà comment on faisait, c'est qu'à l'époque, on ramenait les gens là-bas, et puis soit on les fusillait, hein, on les mettait au bord de la route, on les fusillait, et puis ils tombaient par-dessus la falaise jusqu'à la mer, soit on les prenait carrément par des pieds et par des mains, on les balançait et on les jetait vers la mer. C'était ça. Donc, place des catapultés, je pense que c'est beaucoup plus indiqué. Malheureusement, je viens souvent à cette place-là, et malheureusement, c'est une place qui est totalement délabrée. C'est une place qui a une histoire, etc., mais qu'elle est totalement délabrée, et ça, les responsables ne font rien pour la réhabiliter. Je pense que ça peut être, au programme d'action de l'association culturelle, demander aux autorités à ce qu'ils réhabilitent cette place-là. Cette place a une histoire, il y a beaucoup de gens qui ont été sacrifiés là-bas. Eh bien, d'abord, elle mérite cette appellation, place des catapultés, parce que ça frappe l'esprit, et puis les gens qui passent là-bas, si on met place des catapultés, qu'est-ce que ça veut dire catapulter, etc., on ne sait pas. C'est une façon d'inciter les gens à remonter l'histoire. Voilà. Je pense que cette suggestion sera entendue aussi bien par des responsables que par d'autres. Voilà. Donc, c'est ça. Voilà ce que j'ai à vous dire en gros. Maintenant, pour le débat, je pense que ne peuvent débattre que les gens qui ont déjà lu le livre, parce qu'on ne peut pas débattre comme ça, mais j'ai essayé de vous donner un contenu global de ce petit livre. Et je vous remercie de votre attention. Voilà, donc on passe aux questions. Elles peuvent être des questions générales sur l'histoire. N'importe où. Voilà. Je répondrai comme vous pourrez. Ok. Alors donc la parole est à vous qui ont des questions.